Je suis ravie aujourd'hui de vous accueillir dans notre université et je le fais au nom de notre doyen Olivier Gou qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui et qui le regrette, qui m'a demandé de le remplacer, ce que je fais avec plaisir. Et donc il m'est confié le plaisir et l'honneur d'ouvrir ce très beau colloque. Je voulais en commencer par évidemment remercier notre collègue Ludovic Paillet pour le portage scientifique et le montage de ce colloque. On sait que c'est toujours un gros exercice. Euh, c'est une journée importante et ça demande énormément d'énergie, on le sait tous. Et je voulais aussi remercier l'EDIEC, le personnel de l'EDIEC, parce qu'on sait que c'est là encore une lourde tâche à assumer pour le laboratoire et je crois que tout a été fait de manière parfaitement efficace et je reconnais bien là ici le dynamisme de l'EDIEC. Merci, merci pour tout cela. J'ai été ravie également de lire quand j'ai découvert le programme de ce colloque, de voir la diversité, la provenance des collègues qui se sont donné la peine de venir, de certains de vraiment très loin. Je les en remercie particulièrement. Nos différents collègues venant de Belgique, d'Allemagne, des États-Unis, du Japon, de Suisse, du Brésil, de Roumanie, j'en oublie, du Japon. Voilà, merci des États-Unis. Merci, merci pour tous vos déplacements. On sait que le temps nous est compté à toutes et tous. Merci d'avoir fait l'effort de venir. C'est particulièrement appréciable. Alors, lorsque j'ai découvert le thème de ce colloque, je dois avouer, je suis publiciste. Donc, alors, je suis totalement naïve et en dehors du thème de ce colloque. Cependant, lorsque j'ai découvert donc ce colloque, le thème de ce colloque, comme je le disais, j'ai découvert qu'il y avait une codification donc, qui était en cours et qui était encore en titre euh, au stade du projet, cette codification du droit international. Et j'avoue que ce thème m'a séduit parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment à la confluence de nos marqueurs qui sont les marqueurs de Lyon 3, qui sont à la fois évidemment le droit comparé à travers le centre de droit comparé que dirige Frédéric Ferrand, et également l'autre marqueur qui est le droit international privé. Nous avons de grands internationalistes privatistes, je ne sais pas comment on peut dire les choses, à Lyon 3. Et voilà, pour moi, Lyon 3 est une université, une faculté de droit qui est particulièrement connue pour son travail, son investissement en droit comparé et en droit international privé. De nombreux enseignants sont encore ici présents ou sont passés à Lyon 3 dans ces disciplines et je crois que c'est quelque chose dont on peut s'enorgueillir. Alors, j'ai regardé un petit peu tout de même quelques informations sur ce projet de code qui m'a titillée, parce que c'est toujours intéressant d'assister à la naissance d'un code. Alors, de ce que j'ai compris, mais sans doute je me trompe parce que j'ai vu ça de manière un peu trop rapide, j'ai compris que une telle codification existait déjà en Belgique et en Italie, et que nous étions au stade du projet et que le projet de code tel qu'il a été reconnu, enfin tel qu'il a été débuté en droit français, euh, avait écarté toute la codification des règles européennes et internationales et seul le droit français a été codifié dans ce code. Et j'ai trouvé que c'était... euh, alors j'en ai compris les raisons liées à la mouvance, à la trop grande mouvance du droit international qui peut-être n'était pas compatible avec une codification qui venait figer les choses. Ça m'a quand même interrogée sur le fait de concevoir une codification uniquement utile pour des choses qui apparaissent moins figées, en tout cas sur lesquelles on a la main. Je me suis dit peut-être, mais alors c'est peut-être totalement à côté de la plaque, peut-être qu'on aurait pu faire deux parties dans ce code, une partie droit français sur lequel on aurait eu davantage la main et une partie plus droit international.
pour lequel il y aurait pu y avoir des évolutions plus évidentes. En tout cas, c'est vraiment le signe que cette thématique me semble à la fois porteuse d'actualité extrêmement intéressante, y compris pour la publiciste que je suis. Je vous remercie encore pour ce colloque, cette organisation, et je vous souhaite à toutes et tous de très bons travaux pour la journée. Merci. Merci beaucoup, Caroline, mesdames, messieurs, chers collègues, chers étudiants, chers amis. Mon propos sera extrêmement bref et il se limitera ici à des remerciements. Alors, il sera très bref parce que, comme vous allez devoir me supporter dans quelques minutes, je vais éviter de parler 2 fois de suite de manière longue. Des remerciements, bien sûr, à tous ceux qui nous ont rejoints, qui, comme l'a dit Caroline, viennent d'un petit peu partout pour jeter ce regard comparatiste sur ce projet de code de droit international privé. C'est toujours un plaisir d'accueillir des collègues du monde entier à Lyon. Chacun sait que Lyon est la capitale mondiale du droit international privé. C'est ce que tu as dit. Du droit comparé, bien évidemment, depuis plus longtemps. Et donc, naturellement, on est très heureux, et je le dis très sincèrement, très heureux de vous accueillir à Lyon. Des remerciements aussi, bien sûr, à la faculté de droit qui rend possible cette manifestation, nous accueillir dans ce magnifique amphithéâtre Huvelin. C'est là aussi un plaisir de pouvoir le faire. Et en plus, il y a un petit peu de chauffage, donc c'est absolument merveilleux. Merci aussi aux équipes administratives, j'allais dire techniques de l'EDIEC, sans lesquelles, évidemment, une telle manifestation n'était pas possible. Je vise Lise, je ne sais pas si elle est dans la salle ou elle est déjà repartie à son bureau. Je vise aussi Yacine Chatou. Ils sont les chevilles ouvrières sans lesquelles une telle manifestation ne peut pas avoir lieu. Merci aussi à deux centres qui sont à l'origine, au sein de l'EDIEC, de cette manifestation. Bien sûr, l'Institut de droit comparé, sa directrice est avec nous, et le Centre de recherche sur le droit international privé. Son directeur est aussi avec nous. Et en tant que directeur de l'EDIEC, je suis extrêmement heureux de voir des centres coopérer sur un même objet scientifique, qui est cette codification du droit international privé français, ce qui m'amène bien sûr à remercier les directeurs et à remercier aussi, en dernier lieu, le responsable scientifique, je ne sais pas comment on dit, le directeur scientifique de cette manifestation, mon collègue et néanmoins ami Ludovic Payet. Alors, Ludovic, c'est difficile de le présenter parce que je ne sais pas le nombre de casquettes qu'il peut cumuler. Il est directeur de ci, vice-doyen de ça, responsable de telle ou telle chose. Je ne sais pas comment il fait, puisque malgré toutes ces activités, eh bien, à intervalles réguliers, puisque nous en sommes à la session 3, c'est la saison 3, vous avez Netflix et Suits, eh bien, vous avez Lyon 3 et la codification du DIP. Je ne sais pas, je suis sûr qu'il y aura une saison 4, peut-être avec les mêmes acteurs, on verra. Mais en tout cas, plus sérieusement, pardon, un grand merci à Ludovic d'avoir pris l'initiative de cette manifestation. Et à divers titres, mais je dirai un mot dans quelques instants, je serai naturellement extrêmement attentif à ce qui va pouvoir être dit et ce regard comparatiste porté sur la codification du droit international privé, effectivement français. Ça me paraît quelque chose d'essentiel que de ce type de manifestation puisse se tenir, et je suis personnellement très heureux que ça se fasse à Lyon. Je vous remercie et je cède la parole au directeur scientifique de la manifestation. Merci Cyril, merci monsieur le directeur, merci Caroline, merci madame la vice-doyenne. Juste quelques mots, et qui seront essentiellement des remerciements adressés d'abord au personnel de l'EDIEC qui ont permis l'organisation de ce colloque et dont on connaît l'efficacité, Lise Barras-Ranieri et Yacine Chatou. Des remerciements aussi aux deux directeurs de centre qui ont accepté que ce projet puisse de nouveau se tenir, Frédéric Ferrand au titre de l'IDCEL et puis Jérémy Eman au titre du CREDIP.
Je remercie évidemment le directeur de l'équipe qui a bien voulu signer l'ensemble des papiers nécessaires à la tenue de la manifestation, Monsieur Nourissa, pour une troisième saison, et une troisième saison avec un casting qui tiendra, je crois, à la dragée haute, comme Frédéric l'avait formulé déjà l'année dernière à propos de la saison 2. Elle disait que nous allions en progressant. Je crois que cette année marque une progression certaine, puisque, comme tu l'as souligné, Caroline, nous avons de prestigieux collègues venant d'horizons très différents qui ont accepté, sans aucune discussion, qui ont accepté immédiatement de bien vouloir non seulement venir dans la capitale internationale du droit international privé, mais également de venir à Lyon et de venir ici échanger autour de quelques sujets communs, échanger sur cette codification du droit privé à l'heure européenne, sachant que cette saison 3 voit son casting renouvelé et elle se tient quasiment sans délai. Nous sommes presque à un jour près, un an pile après la saison 2, sans que la grève des scénaristes et la grève des acteurs n'aient affecté la bonne tenue de cette manifestation. Donc merci à tous, merci à chacun des intervenants d'avoir accepté de venir aujourd'hui à Lyon. Merci aux étudiants, aux doctorants et aux collègues qui sont présents dans la salle et qui marquent ainsi leur intérêt pour ce projet de codification. Bonne journée de travaux à tous. Je ne sais pas si Frédéric nous rejoint tout de suite ou non. Tu prends de la distance, tu as raison. Bien. Alors, je me remercie moi-même, j'en sais rien comment faire. Simplement, effectivement, Ludovic m'a demandé de dire quelques mots de ce qu'il a appelé, je cite, l'esprit de la codification française du droit international privé, l'esprit de la codification française du droit international privé. Alors, sans grande surprise, deux précisions liminaires qui tiennent au titre de l'intervention. Et j'indique que le titre de l'intervention a été proposé par le directeur scientifique de notre journée. La codification dont je vais parler a pour objet effectivement le droit international privé, mais le droit international privé français, c'est-à-dire de source française, par distinction d'avec le droit international privé de source européenne ou de source internationale. Et c'est l'objet très précis de la codification qui est aujourd'hui à l'œuvre en France. Et cet objet procède de la lettre de mission qui avait été adressée en son temps au président Jean-Pierre Ancel. Et le résultat, c'est effectivement la tâche qui a été confiée au groupe de travail auquel j'ai eu l'honneur de participer. L'esprit que je vais évoquer, si ce n'est peut-être invoquer, c'est avant tout celui de l'élaboration de ce projet qui a été remis, vous le savez, en mars 2022 à l'actuel garde des Sceaux. Donc c'est donc à l'esprit de la codification, non pas comme résultat, mais plutôt comme processus que je vais consacrer ces quelques rapides observations. Pourquoi s'attacher au processus davantage qu'au résultat? Bien, la raison en est relativement simple. Elle tient au fait que le résultat final n'est pas encore connu à ce jour, puisque le projet, tel qu'il a été remis, est maintenant entre les mains de différentes instances que sont aussi bien la Commission supérieure de codification que le Conseil d'État. Et ce sont là des étapes nécessaires et obligatoires avant de poursuivre le parcours. Et comme nous y invite le thème de la journée, je me propose d'aborder la dimension comparatiste dans cette recherche de l'esprit de la codification, en d'autres termes, les aspects comparatifs du processus d'élaboration de ce projet de code. Alors, il y a 18 mois a été remis au garde des Sceaux un projet de code de droit international privé qui répondait ainsi à la demande qui avait été formulée par, je ne sais pas s'il faut dire son ou sa prédécesseur ou prédécesseur, 3 ans plus tôt. Et ce projet de code de DIP a depuis suivi un parcours qui a été scandé par quelques grandes étapes, la consultation publique qui a été organisée par la chancellerie.
Je signale que plus de 60 contributions ont été adressées à la chancellerie. Une très belle journée du Comité français de droit international privé qui s'est tenue le 21 octobre 2022 et dont les actes sont désormais disponibles. Ou encore, le 5 janvier 2023, l'annonce par le garde des Sceaux que le Code sera porté par une loi d'habilitation qui aurait dû être mise en œuvre à la faveur de la loi de programmation faisant suite au chantier de la justice. Alors nous en sommes là parce que la loi d'habilitation, ce qui signifie très concrètement que le Code sera porté par une ordonnance, la loi d'habilitation n'est finalement pas venue au cours de cette année 2023, alors qu'elle avait été annoncée par le garde des Sceaux, et pour une raison que les publicistes comprendront aisément, c'est la crainte de ce qu'on appelle un cavalier législatif, disant qu'il n'y a peut-être pas nécessairement et évidemment un lien entre les chantiers de la justice et la codification du droit international privé français. Alors pour autant, et comme précédemment mentionné, le long chemin se poursuit, et je crois qu'il est décisif de souligner que la chancellerie est avant tout attentive à l'avis de la pratique des magistrats, des avocats, des notaires, des directions juridiques des entreprises, pratique pour laquelle, et je vous renvoie à la lettre de mission du groupe de travail, ce code est fait. Des praticiens qui, il faut le souligner, soutiennent la démarche entreprise, non sans formuler, à mon avis à juste titre, des suggestions de réécriture de telle ou telle disposition du projet de code. Alors, je ne vais pas reprendre ici, faute de temps, notamment les raisons pour lesquelles il n'y aurait pas de nécessité à codifier ce droit international privé français. Chacun les connaît, peut-être certains d'entre vous les partagent. Il n'en demeure pas moins que le projet de code existe aujourd'hui, que la chancellerie l'a fait sien et qu'il est probable que sur certains aspects, la version actuellement disponible ne sera pas la version définitive. Alors, l'observateur de bonne volonté trouve trace de ce que je vais appeler la manière de faire du groupe de travail, d'abord dans le rapport explicatif qui accompagne le projet, c'est la partie intitulée « Méthodes et objectifs », et d'autre part dans un article qui a été publié à la Revue critique de droit international privé il y a quelques mois, qui s'appelle « Réflexion méthodologique sur le projet de code de droit international privé ». Alors, je vais vous renvoyer à ces éléments afin de ne pas dépasser le temps qui m'a été imparti. J'insiste simplement, parce que ça va éclairer la suite de mon propos, sur ce que je vais appeler le syncrétisme qui a présidé à cette démarche d'élaboration du projet de code aux fins d'élaborer un corpus de règles cohérentes marqué par la volonté de simplification, de clarification et de précision, avec à la fois la volonté de conforter un certain nombre d'acquis, mais aussi d'innover en recourant à, toute la palette des procédés qu'offre la discipline aujourd'hui du droit international privé, que ce soit des procédés classiques, la règle de conflit bilatérale ou unilatérale, les lois de police, les règles matérielles, mais que ce soit aussi la méthode de la reconnaissance ou le contrôle de proportionnalité. Alors, quid de la méthode comparative ? Quid de la méthode comparative, de l'approche comparative dans la codification ? Alors, je crois pouvoir dire que l'esprit comparatif a soufflé sur la codification en tant que processus du droit international privé français. Et je voudrais vous en convaincre en vous montrant qu'il est apparu nécessaire, si ce n'est évident, pour le groupe de travail d'adopter cette approche comparative, mais qu'il a aussi été souhaitable d'exploiter cette approche comparative. Et j'allais dire, ce faisant, en bon lyonnais adepte de Brillat-Savarin, d'une certaine manière, vous faire visiter la cuisine avant que de passer à table. Et visiter la cuisine et passer à table pour essayer de déguster ce plat roboratif que constitue le code de DIP et qui, d'ailleurs, semble-t-il, a indisposé quelques estomacs un peu délicats qui étaient reclus dans leur tour d'argent. Et là, ce n'est pas la tour d'argent du quai de Tournelle et son exceptionnel canard au sang. Alors, tout d'abord, adopter cette approche comparative, c'est-à-dire finalement la cuisine.
L'approche comparative, elle n'a jamais été vraiment discutée, ni a fortiori remise en cause. Elle s'est, je crois, imposée d'elle-même au groupe de travail. Il y avait une sorte d'ardente nécessité, comme dirait quelqu'un, à opérer une comparaison avec le droit de l'Union européenne, avec les conventions internationales. Et je rappelle que c'est une des caractéristiques de la France que d'être liée par une multitude de conventions internationales bilatérales ou multilatérales. Comparaison, par exemple, avec nos voisins d'outre-Quévin montre une vraie différence de situation. Comparaison aussi, bien sûr, avec le droit étranger. Le rapport le rappelle. Il le rappelle lorsqu'il évoque les sources de la codification. Je cite, les projets antérieurs n'ont pas abouti, mais fournissent de précieuses informations. C'est d'une certaine manière la source historique, mais aussi et surtout la source comparative, les codifications européennes récentes et nombreuses, les jurisprudences de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l'homme, les instruments européens et internationaux, et aussi les sources non écrites qui sont fécondes en matière de droit international privé. Très concrètement, ça signifie que le président du groupe de travail procédait à la désignation sur chacun des sujets d'un ou deux rapporteurs, sauf exception, qui étaient chargés de proposer un projet de texte avec des variantes en fonction des enjeux, projet qui devait être motivé, et ce projet était ensuite discuté, j'allais dire, en séance plénière, avec un délibéré où la parole était absolument libre. Et le résultat, il en est que le projet de code est une œuvre collective au sens plein du terme. Et la dimension comparative a pu parfois être limitée, parfois au contraire être très nourrie, et même, j'allais dire, toujours dans ma métaphore, pimentée, au point de donner lieu à des débats qui n'ont pas toujours manqué de sel. Alors plus sérieusement, bien sûr, les codifications étrangères disponibles. Je pense à la codification belge, je pense à la loi de droit international privé suisse. Bien sûr, les règlements de l'Union, et bien sûr, les conventions internationales, les conventions de la haie, mais pas uniquement les conventions de la haie. Et même parfois des conventions internationales qui ne sont pas entrées en vigueur. Je pense par exemple à l'exemple ou au cas de la Convention des Nations Unies de décembre 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens, qui, lorsque cette question avait été abordée, pour en définitive décider d'être écartée au motif qu'elle relèverait du droit international public, bien évidemment, la Convention de l'ONU servait de modèle. Je pense aussi à la loi de droit international privé suisse et en particulier à sa définition de l'arbitrabilité lorsqu'il avait été, là encore, un temps envisagé de travailler sur l'édiction de quelques règles en matière d'arbitrage international. Alors, une incise importante, c'est que le groupe de travail permanent a œuvré en réalité comme cela se fait à La Haye, comme cela se fait à Bruxelles. Lorsqu'est en chantier un futur texte de convention, un futur règlement, et qu'il existe ce que je vais appeler des précédents internes, des précédents internationaux. Et c'est là précisément une des raisons qui a motivé le projet de code. C'est le constat qui avait été fait par les négociateurs français que très souvent, les normes conflictuelles naissant de la comparaison, eh bien, les solutions de droits nationaux supposent de pouvoir être exposées de manière claire, de manière simple. Or, un droit d'essence jurisprudentielle, le droit français, rend beaucoup plus délicat l'accès à la norme que l'on entend ensuite passer au filtre de la comparaison. C'est très exactement ce qu'écrit Madame Belloubet dans la lettre de mission lorsqu'elle mentionne, et je la cite, que l'enjeu est de redonner au principe du droit international privé français la prévalence qui a longtemps été la leur, mais qui tend aujourd'hui à s'effacer au sein des enceintes européennes et internationales devant ceux de législations étrangères considérées comme souvent plus accessibles. Dit autrement, la logique du modèle d'accessibilité est à l'œuvre et le groupe de travail en a éprouvé lui-même lors de près de soixantaine de réunions de travail tous les avantages. Et sans grande surprise, la circulation des solutions marque la fabrique du code
et les emprunts à des législations étrangères ou à des instruments européens ou internationaux, eh bien ces emprunts sont bien réels. Alors l'approche comparative a été systématiquement adoptée pour la quasi-totalité du projet de code. Le seul champ où cela est un peu moins vrai, je dis pas totalement vrai, je dis simplement un peu moins vrai, c'est le livre 3, c'est-à-dire la partie consacrée à la procédure civile, probablement parce que la matière est plus rétive à l'exercice de comparaison, dans la mesure où la source comparée est beaucoup plus limitée. La plupart des codes, la plupart des lois de DIP ne possèdent pas de dispositions relatives à la procédure. Ils sont taisants sur ce sujet et je crois que la transplantation, pour reprendre un vocabulaire bien connu des comparatistes, est probablement plus délicate en raison des principes directeurs du procès civil qui se projettent naturellement lorsque l'extranéité vient frapper à la porte de la loi de procédure du juge français. Alors je dis tout cela devant Frédéric, la spécialiste incontestée de ces questions. Je ne sais pas si elle partage ou pas cette opinion. Mais l'approche comparatiste a été, je le dis, plus généralement systématique, sans pour autant, et j'y insiste, que les fruits de la comparaison le soient eux aussi. Dit autrement, le résultat de la comparaison est divers. Et je vais en donner très rapidement deux exemples, ne serait-ce que parce qu'il me reste moins de 10 minutes. Je vais en donner deux exemples très différents, à de nombreux titres, qui illustrent, deux exemples qui illustrent le fait que le fruit de la comparaison s'est invité parfois à la table, parfois il est resté sans lendemain comme une sorte de sauce qui risquerait de venir gâter le plat. J'évoquerai ici rapidement le droit des sociétés et d'autre part la technique du renvoi. Là où on a adopté le fruit de la comparaison, le droit des sociétés en est une illustration. Je renvoie sur ce point aux actes d'un colloque qui a été organisé notamment par notre collègue Jérémy Eman au titre du Crédit et Mathieu Combet, il y a quelques mois, dont les actes devraient, je pense, sortir bientôt, colloque qui s'est tenu dans ces murs. Et vous y trouverez une contribution qui montre comment et pourquoi, sur ce point, la règle de rattachement actuelle des sociétés, qui est pourtant l'objet d'une double codification en droit français, 1837 Code civil, L210-3 du Code de commerce, eh bien, cette règle de rattachement a été abandonnée au profit du siège statutaire, selon une démarche qui emprunte en réalité beaucoup à l'incorporation. Et une telle évolution en faveur du critère du siège statutaire, elle s'autorise bien sûr de plusieurs sources d'inspiration. Les propositions de la place de Paris, bien sûr, pour des raisons de pragmatisme, de réalisme quant aux attentes des opérateurs économiques, mais aussi le constat d'une tendance marquée en droit comparé, que l'on examine aussi bien les systèmes de rattachement retenus dans la majorité des États membres de l'Union européenne ou que l'on s'attache à des systèmes hors Union européenne. Alors, je ne vais pas me livrer ici à un panorama exhaustif des droits étrangers, aussi bien des États membres que d'États tiers, mais le critère du siège statutaire, celui de l'incorporation, prévalent de manière explicite ou de manière implicite dans la plupart des réglementations nationales. De manière explicite, c'est la solution qui prévaut en Belgique, aux Pays-Bas, en Irlande, au Royaume-Uni ou hors Union, bien sûr, dans l'État du Delaware. De manière implicite, c'est la solution qui prévaut aujourd'hui en Suisse ou en Allemagne. Je rappelle que pour ce dernier État, si le droit allemand est resté en théorie attaché à la théorie du siège réel, depuis l'arrêt Übersering, le Bundesgerichtshof applique la loi du pays d'immatriculation aux sociétés étrangères originaires des États membres de l'Union européenne. Donc on voit ici que l'esprit d'ouverture à la comparaison explique, justifie, ce qui est aussi important, que le projet de code accueille ce rattachement, mais aussi accueille, et c'est à mon avis tout aussi important, si ce n'est peut-être en réalité plus important, à l'article 87, un article qui traite du domaine de la loi applicable, du domaine de la lex societatis, et là encore, la source est ailleurs, et l'énumération qui en définitive a été retenue, qui est un peu entrée plat dessert d'une certaine manière, eh bien, elle a bénéficié d'expertise d'un certain nombre de grands chefs. À l'inverse,
la comparaison a pu conduire à un refus. Et le refus de la comparaison, ou des résultats, des fruits de la comparaison, le renvoi en est un exemple parfait. C'est ici le choix qui a été opéré par le groupe de travail d'assurer et d'assumer le maintien en droit international privé français du renvoi. Et ce maintien, il est énoncé à l'article 8. Alors, bien sûr, il a été discuté et en faveur de son exclusion, précisément, ont été avancés des arguments de droit comparé, en particulier de comparaison au regard des conventions internationales, notamment celles élaborées dans le cadre de la conférence de La Haye, qui, on le sait, désigne en matière de droit applicable systématiquement la loi interne d'un État, ce qui écarte les règles de conflit. Les leçons de la comparaison n'ont pas emporté la conviction du groupe de travail. Le maintien du renvoi a prévalu, et essentiellement pour deux raisons. La première, et je vais très vite, c'est l'attachement de la jurisprudence de la Cour de cassation au mécanisme du renvoi, comme en atteste en dernier lieu un arrêt du 4 mars 2020 en matière de filiation, où dans une formule extrêmement claire, la Cour de cassation rappelle que l'article 311-14 du Code civil énonce, je cite, une règle de conflit bilatérale et neutre qui n'exclut pas le renvoi. En second lieu, le renvoi peut présenter des avantages lorsqu'il permet le retour à une loi plus facile à appliquer pour un juge, pour un praticien, et je vise ici les enseignements de l'article 34 du règlement succession de 2012, dont nos quelques, par exemple, 70 000 concitoyens qui aujourd'hui sont résidents habituels au Maroc apprécient tous les avantages. Donc voilà ce que l'on peut dire rapidement brossé de ce travail de cuisine, de ce qui a été le travail, j'allais dire, de la brigade, qui a été le groupe de travail. Mais on peut aller plus loin, et je le ferai en quelques minutes, très rapide, on peut aller plus loin et constater que l'esprit qui a animé, l'esprit comparatif qui a animé, a aussi conduit à exploiter cette méthode comparatiste. Je vous invite à la table, tout simplement. Alors, il ne s'agit pas ici de s'attacher aux diverses illustrations qui, plus ou moins, directement ou indirectement, permettent d'identifier des résultats tirés de l'approche comparative, c'est-à-dire ce qu'il y a dans l'assiette. Il n'y a pas de cuisine moléculaire, ça c'est une évidence, parce qu'on généralement on reste sur sa faim. Il n'y a pas non plus de fusion food, parce que le résultat est généralement assez insipide et conduit à ne plus savoir où en réalité on habite. Le projet, il est porteur d'un certain nombre de principes intangibles, par exemple, l'affirmation, on ne peut plus net, du refus de toute logique discriminatoire, qui est une valeur essentielle et qui conduit, ou à l'inverse plutôt, l'admission, l'accueil en France résolu d'un certain nombre d'institutions étrangères, sans pour autant pouvoir manier la règle d'ordre public international. Ce à quoi je veux m'attacher ici, c'est le fait que le groupe de travail a été convaincu que le délipiste français est aussi appelé, encore plus aujourd'hui, à être un comparatiste. À être un comparatiste, qu'il est appelé à devoir manier la méthode comparative dans la palette des techniques qui sont les siennes. Et là encore, deux exemples peuvent en être donnés qui confortent le fait que le recours à la méthode comparative est promu par le projet de code de droit international privé français. C'est le cas à propos des sûretés, qui permet en particulier de remédier à la question théorique des conflits mobiles. C'est le cas aussi des actes authentiques étrangers, qui permet, là encore, de remédier au débat théorique sur la reconnaissance ou sur l'acceptation. Alors, sur les sûretés, j'irai relativement vite pour rappeler que l'un des choix qui a été fait par le groupe de travail, par souci de simplification, par souci de sécurité juridique, c'est d'assortir chaque règle de conflit d'un critère temporel qui est fixé soit au jour où le droit est invoqué, soit au jour où le droit est exercé, ou encore au jour où la prétention contraire est élevée. Et donc d'éliminer en amont la question du conflit mobile,
qui est, chacun en conviendra, une source de redoutables complications et avec notamment des significations à propos des prérogatives de titulaire du droit réel ou des conditions d'opposabilité à des tiers. Et donc, en cas de déplacement d'un meuble corporel qui serait grevé de sûreté, il a été décidé de combiner l'application de la loi de la source avec une règle qui est une règle de reconnaissance en France des sûretés soumises, mais à la condition, et je cite, qu'il existe une sûreté française comparable. Cette référence, cette exigence de la recherche de la sûreté française comparable témoigne de ce rôle de comparatisme que le juge internationaliste, le juge, va devoir mettre en œuvre. Et ce faisant, bien sûr, on revient sur une solution qui est actuelle, qui est la solution de l'arrêt Diac, mais en tout cas, l'enjeu, il est décisif, notamment par prise en compte de l'ordonnance de 2006 sur les sûretés, qui fait que le droit français connaît aujourd'hui un panel de sûretés suffisamment varié pour qu'une sûreté étrangère puisse en réalité, après cet exercice de comparaison, être reconnue sans difficulté. C'est un peu le même raisonnement qui a été suivi pour les actes authentiques, c'est-à-dire pour l'accueil en France des actes authentiques dressés hors de l'Union européenne et sans devoir tomber dans les affres d'une discussion sans fin qui pollue aujourd'hui la question de la reconnaissance, la question de l'acceptation, qui par exemple est au cœur de la proposition de règlement de l'Union sur la filiation, qui est probablement une des propositions de règlement les plus mal fichues que la Commission ait mise en œuvre, et qui, je le signale, proposition de règlement a été magnifiquement commentée par Hugues Fuchiron dans la dernière livraison du Clunet. Alors là encore, il y a une innovation comparatiste. Il y a une innovation comparatiste, plus exactement, après avoir procédé à un renvoi général aux conventions existantes, aux règlements de l'Union européenne qui sont applicables et qui organisent la circulation des actes, le projet s'est donc attaché au sort des actes authentiques notariés, qui ne relèvent ni des uns ni des autres. Et à titre général, il est insisté sur la distinction qui est faite entre la validité au fond de l'acte et la validité formelle, la première étant appréciée, ce qui est classique, au regard des règles désignées par le présent projet et au regard, en particulier, des règles de conflit de loi qui sont édictées par le projet. Mais ce qui est apparu nécessaire, c'est, outre le fait de distinguer, je l'ai dit, les actes issus de l'Union ou les actes hors Union, précisément d'appréhender notamment la question de la reconnaissance de leur force exécutoire sur le territoire. Et concernant, ce qui est essentiel, la force probante de ces actes, parce que c'est ce qui est le plus souvent recherché, il y a un rappel est fait que les actes authentiques notariés doivent réunir, je cite, les conditions nécessaires à l'authenticité telles qu'elles sont prévues par la loi du lieu de rédaction de l'acte, mais, et c'est là où la méthode comparative apparaît, il est prévu que pour les appréhender sur le territoire de la République, il faudra s'attacher, je cite, à tout le moins, aux effets les plus comparables par rapport à l'acte français, sous réserve, bien sûr, d'une éventuelle contrariété à l'ordre public international. Donc, à nouveau, l'internationaliste privatiste va devoir se faire comparatiste. Et concernant la force exécutoire, il y a là aussi, après discussion, il a été fait le choix de recourir à une procédure d'exéquatur, mais une procédure d'exéquatur qui, contrairement à ce qui vaut pour les actes issus de l'Union européenne, n'est pas confiée au notaire, mais est confiée au président du tribunal judiciaire. Alors voilà présenté brièvement cet esprit comparatif qui a soufflé, je le répète, sur le projet de code, et ce, au service de l'harmonie des solutions qui a été un des enjeux. Mais au-delà, et probablement parce qu'il est indéfectiblement lié à toute œuvre législative aujourd'hui, dans une logique de rayonnement, dans une logique, j'aime pas beaucoup le mot, d'attractivité du modèle de droit international privé français. Parce que, et il ne faut jamais l'oublier, ce futur code s'adresse aussi bien
aux praticiens français du droit international privé qu'aux praticiens étrangers de ce droit international privé français. D'où la question de savoir si la table qui a été dressée va attirer cette clientèle internationale, un petit peu dans l'esprit de ce qui a guidé, par exemple, il y a maintenant un peu plus de 10 ans, la réécriture du décret en 2011, du décret sur l'arbitrage international, dont j'observe qu'il a à tout le moins préservé, si ce n'est renforcé, la place de Paris en arbitrage international. Et c'est tout l'intérêt, effectivement, du colloque de Ludovic, que de voir si cette clientèle internationale va effectivement souhaiter rejoindre la table. Mais, et je terminerai par ça, chacun sait que les arts de la table ne se limitent pas à la nourriture. Ça ne limite pas à la nourriture et que l'une des dimensions essentielles, c'est la boisson. C'est la boisson. Alors évidemment, je n'évoque pas la boisson parce que nous sommes le 3e jeudi du mois de novembre et que, bien évidemment, le Beaujolais nouveau coule. Je ne le ferai certainement pas parce que c'est précisément ce qu'il ne fallait surtout pas faire. En tout cas, c'est mon opinion et je la partage. Et quand je vise la boisson, j'y associe en réalité le juge. J'y associe le juge. Alors, je préciserai bien sûr pourquoi, mais j'y associe le juge français, et qui est naturellement appelé à mettre en œuvre tout cela, et peut-être qu'il en est du juge comme de la boisson, c'est-à-dire qu'il est à consommer avec modération. Mais toujours est-il, et c'est vraiment mon mot pour conclure, j'emprunterai à ma chère Bourgogne, et je remercie Ludovic d'avoir confié à une bourguignonne de cœur la synthèse de notre manifestation, j'emprunterai à la confrérie des chevaliers du tas de vin, ce qui peut être peut-être le programme de notre journée. Bon appétit et large soif. Je vous remercie.